Ça fait 11 semaines d'affilée que nous nous retrouvons dans le cadre de cet échange et 11 étant notre chiffre fétiche, il nous rappelle évidemment d'où nous sommes partis de 11 millions d'inscrits. C'est donc l'occasion pour moi de vous rappeler, chers amis, que les inscriptions se poursuivent. Davantage maintenant encore que la sévérité du contexte Covid s'estompe, se relâche. Donc, il nous reste jusqu'au 31 août 2021 pour rattraper ce que nous n'avons pas pu faire, notamment en février, mars, pendant que c'était beaucoup plus compliqué. Donc, n'hésitez pas, allez-y dans tous les arrondissements du Cameroun. Il y a une antenne Elecam. Allez-y vous inscrire là-bas. Et puisqu'on parle des inscriptions et que nous sommes à notre 11e échange, je voudrais partager avec vous rapidement cette toute observation que j'ai faite et qui renseigne sur notre immobilisme, sur notre passivité, notre indifférence et peut-être finalement sur notre résignation face à ce que nous dénonçons. Suivez. De 1992, date de retour au multipartisme, à 2018, date de la dernière élection présidentielle, le nombre de votants, je ne parle pas du nombre d'inscrits, je parle du nombre de votants, n'a oscillé qu'entre 3 millions et 4 millions. Et ne dépassant d'ailleurs jamais 3 millions 8. Je vous le rappelle rapidement. En 1992, il y avait 3 millions 15 000 votants. En 1997, il y avait 3 millions 500 000 votants. En 2004, il y avait 3 millions 800 000 votants. En 2011, 3 millions 700 000 votants. Et puis en 2012, on est retombé à 3 millions 500 000 votants. C'est-à-dire au même niveau que 1997. Je rappelle également qu'en 1992, le Cameroun comptait environ 12 millions d'âmes. Et qu'en 2018, les estimations portaient la démographie à 25 millions d'âmes. Soit une augmentation de près ou plus de 13 millions d'âmes. Donc forcément, en termes de pourcentage également du nombre de votants. Mais comment ça se fait que de 1992 à 2018, justement, nous n'ayons eu que entre 3 millions et 4 millions de votants? Non, c'est inacceptable. Et si nous restons à ce niveau-là, rien ne changera, je préfère vous le dire. On peut alimenter toutes les controverses qu'on veut. On peut réviser le code électoral. On peut faire tout ce qu'on veut. La clé, elle est là. Et les États-Unis nous l'ont démontré encore à la dernière élection présidentielle. Parce que j'aime toujours faire cette comparaison au regard de ce que les États-Unis sont l'un des rares pays au monde, grande démocratie, où on a une élection à un seul tour. Bon, et je le rappelle souvent pourquoi, parce que même dans les grandes démocraties à élection à 2 tours, le président sortant gagne toujours au premier tour. Donc c'est clair que pour le cas qui est celui du Cameroun, où on a jusqu'à date une élection à 1 tour, il sera très difficile de battre le président sortant, sauf à s'inspirer du modèle américain. Bon, il y a un aspect. Vous me direz que s'ils font une élection à 1 tour, c'est parce que la vie politique est bipartisane. D'accord, c'est les démocrates, les républicains. D'accord. Mais si ça suffisait, Joe Biden n'aurait pas mené la campagne de vote qu'il y a eu aux États-Unis avant l'élection présidentielle. Il a su tirer profit, chapeau d'ailleurs, au contexte Covid. Parce qu'on a eu un nombre de votants aux États-Unis supérieur, en tout cas à cette élection, supérieur au nombre de votants qu'on a eu à l'élection d'Obama, à l'élection de Bill Clinton. Je cite là des élections qui ont connu des taux de participation records aux États-Unis. Donc la clé, elle est là, dans la massification des inscriptions, la massification du vote, puis la massification de la surveillance du vote. Ben, je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez. Et ceux d'entre vous qui sont au contact de ma voix, qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, rendez-vous à Elecam. C'est gratuit, parce que j'ai croisé beaucoup de compatriotes qui pensaient que c'était payant. Non, c'est gratuit. Et pour s'inscrire, il faut juste sa carte nationale d'identité ou alors le récépissé. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas s'inscrire avec le récépissé si le récépissé est valide. Parce que s'il est périmé, non, on n'accepte pas. Mais s'il est valide, ça vous prend 5 minutes, le temps qu'on prenne vos informations, qu'on vous fasse une petite photo, et on vous donne un récépissé, un petit bout de papier, que vous conservez jalousement, parce qu'au jour du vote, si jamais votre carte n'a pas été produite, vous pouvez voter, et avec ce récépissé, et avec votre carte d'identité ou votre récépissé de carte nationale d'identité. Ben, c'était la piqûre de rappel à la faveur de la 11e production. Générique. Alors,
Chers amis, cet échange est produit dans un contexte particulier. Nous sommes dans la session parlementaire de juin 2021. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette session est traversée par le débat économique. D'abord statutairement, c'est l'occasion de mener le débat d'orientation budgétaire. Mais quelques temps avant que la session ne commence, il y a eu deux ordonnances. Deux ordonnances qui révisaient la loi de finances. Alors, nous avons voté la loi de finances le 17 décembre 2020. Puis, le 26 mai, le président a signé une première ordonnance qui nous informait de ce que désormais nos emprunts sont plafonnés et que nous sommes d'ailleurs autorisés à procéder à un emprunt particulier qu'on appelle Eurobond. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, tout de suite rapidement. Et 12 jours plus tard, c'est-à-dire le 7 juin, il y a eu une autre ordonnance qui, cette fois-là, nous informait de ce que le budget avait été revu à la hausse. J'ai envie de dire que c'est tout à fait logique. S'il y a eu une première ordonnance qui autorisait des emprunts, il est normal que les prévisions changent et que le budget n'étant donc une prévision de recettes et de dépenses et les emprunts étant de recettes, il est normal que le chiffre même global du budget effectivement soit révisé à la hausse. Et pour le coup, je crois que c'est d'environ 600 milliards. Donc c'est à peu près normal qu'il y ait cette deuxième ordonnance après la première. Mais la vraie question est, pourquoi ne pas avoir fait une seule ordonnance, justement? Et pourquoi cette frénésie des ordonnances? Parce qu'il faut rappeler que l'ordonnance, pour ceux qui ne savent pas, c'est une modalité de contournement du Parlement. Les lois, en fait, sont par principe votées par le Parlement. Mais il est prévu que dans une situation d'urgence, notamment dans le contexte camerounais, où il faut absolument une loi, mais que le président puisse signer donc un décret qu'on appelle ordonnance, qui plus tard va être validé par l'Assemblée nationale. Donc, il y a une question d'urgence quelque part. Bon, dans d'autres démocraties, les pouvoirs exécutifs utilisent les ordonnances pour les passages en force. Alors, dans notre cas, la question qu'il faut se poser, c'est de quelle urgence s'agissait-il pour que le 26 mai, alors que déjà le président de l'Assemblée nationale avait signé un communiqué annonçant la reprise, ou plutôt oui, l'ouverture de la session de juin au 9 juin, pourquoi donc le 26 mai et puis le 7 juin, donc quelques jours avant cette session, le gouvernement s'est retrouvé en train de signer deux ordonnances? C'est bizarre, non? Vous en convenez? Ben, il faut que je vous dise ce qu'il y a dans le fond, même si eux ne le disent pas. L'urgence venait de ce que le Cameroun était en train de négocier depuis mi-mai un troisième, enfin, pas un troisième, un autre ajustement structurel qui devait nous donner la possibilité de nous endetter. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que le Cameroun, selon toute vraisemblance, n'est peut-être pas au bord de la faillite, mais traverse des moments financièrement très difficiles. Contrairement aux apparences, il ne faut pas que la beuverie et la gabégie et les Covid-gate et autres qui ont pignon sur rue vous éloignent de la vérité. Le Cameroun traverse une mauvaise passe. Donc c'était très difficile, les négociations ont été âpres, et puis on a dû être contraint, le président de la République, de signer une ordonnance dans laquelle le Cameroun prend l'engagement de plafonner ses emprunts. Et ça a été signé le 26. Et puis, on peut donc comprendre pourquoi le lendemain, le 27 mai, cette négociation qui était menée depuis des jours avec le FMI a pu aboutir donc à un autre programme d'ajustement. Pourquoi donc le Cameroun a dû s'astreindre, se laisser contraindre à plafonner ses emprunts? Alors, il faut qu'on se comprenne bien. Tous les pays du monde s'endettent. C'est même un mécanisme normal de fonctionnement des États. Il faut savoir que pour que les États puissent se construire, se bâtir, investir, c'est difficile d'assurer la soutenabilité de tout cela avec uniquement les fonds qui sont générés par l'activité économique interne, dont souvent les États s'endettent. Et
le principe d'endettement des pays, c'est exactement le même qu'avec les personnes, les particuliers que nous sommes. C'est-à-dire, plus vous êtes riche, plus vous pouvez vous endetter, parce que vous êtes crédible. Donc, c'est pour cela que les États les plus puissants, les plus riches au monde, sont généralement aussi les pays les plus endettés. Sauf que ce principe ne peut donc pas valoir pour les pays comme le Cameroun, parce que nous ne sommes pas riches et puissants. Du coup, pour nous, l'endettement est un problème. Et on se souvient tous qu'il y a quelques années, notre endettement était devenu à un point insoutenable que nous étions dans la banqueroute et que le FMI a dû nous mettre dans un système strict de surveillance qu'on a appelé l'initiative des pays pauvres et très endettés, PPTE, qui a permis, sous beaucoup de contraintes, vous vous rappelez, ça a été très dur pour nous tous, pour que cette dette soit effacée en 2006, l'année du point d'achèvement, ce qu'on a appelé à l'époque le point d'achèvement PPTE, qui nous permettait donc dès 2006 de nous endetter à nouveau. Sauf que curieusement, le Cameroun s'est tellement endetté que nous en sommes aujourd'hui, si je m'en tiens aux documents qui ont été rendus publics par la CEMAC en décembre 2020, le Cameroun était à 10 291 milliards d'endettement. Quand vous suivez ce chiffre comme ça, peut-être vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est grave. En fait, la gravité de l'endettement est évaluée dans son rapport avec la richesse potentielle d'un État, ce qu'on appelle le PIB. Donc, le PIB du Cameroun, la richesse du Cameroun, est estimée à environ 22 000 milliards. C'est entre 20 et 22 000 milliards. C'est pour ça qu'il y a certains documents qui disent que nous avons déjà dépassé 50% de notre richesse nationale. Et il faut rappeler que dans le contexte spécifique de la CEMAC, ce qu'on appelle les critères de convergence entre les 6 États, je crois 6 ou 7 États de la CEMAC, il y a un plafond qui nous a été imposé à cause effectivement de notre insolvabilité. Donc, nous ne sommes pas autorisés à dépasser 70% de notre PIB, donc de notre richesse nationale, alors que des pays comme la France ou les États-Unis vont même parfois à plus de 100% de leur PIB. Mais comme je vous ai expliqué il y a quelques minutes, eux, ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont des pays riches, donc ils sont crédibles. Nous, si on le fait, on va plutôt s'affaisser, on va se détruire, on va s'auto-désagréger. C'est pour cela que nous sommes comme des gamins sous surveillance. Et il faut savoir que dans le cas spécifique du Cameroun, 14 ans seulement après l'atteinte du point d'achèvement, nous sommes déjà en dépassement de 50%. Donc nous sommes à peine 20% du seuil de non-dépassement. Et c'est pour cela que le FMI, pour ceux qui ont lu le communiqué, donc, qui a été rendu public le 27 mai, curieusement, le lendemain de la signature de la première ordonnance, le FMI fait mention d'un risque élevé de surendettement du Cameroun. Donc, en fait, nous sommes déjà sous surveillance. Et c'est pour cela que le Cameroun a été obligé, le 26 mai, c'est-à-dire un jour avant la conclusion d'un nouvel accord d'ajustement structurel avec le FMI, de signer une ordonnance, c'était donc là l'urgence, par laquelle le Cameroun s'engage à ne pas s'endetter jusqu'à un certain niveau. C'est pour cela donc que la dette a été plafonnée dans cette ordonnance à 450 milliards pour les emprunts concessionnels et à 750 milliards pour les emprunts non concessionnels. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire, les emprunts concessionnels, les emprunts non concessionnels. Mais je le dis rapidement, comme le nom l'indique, les emprunts concessionnels, c'est des emprunts avec concession. Ça veut dire que quand un État doit s'endetter, s'il veut s'endetter pour construire, par exemple, un hôpital ou peut-être une route ou je ne sais pas trop quoi, un édifice, ça s'appelle emprunt concessionnel parce que là, les conditions sont claires. Nous vous donnons de l'argent uniquement pour faire tel ouvrage. Ça, c'est les emprunts concessionnels. Les emprunts non concessionnels sont des emprunts libres, c'est-à-dire des emprunts qui ne sont pas assortis de conditionnalités particulières, d'un encadrement particulier, c'est-à-dire que le Cameroun peut s'endetter de 500 milliards et il fait de ces 500 milliards ce qu'il veut. Sauf que ce type d'endettement, on va le chercher généralement dans ce qu'on appelle le marché financier. Et là encore, il faut que je vous explique. En fait, en matière d'endettement, on peut dire principalement de 3 types. C'est-à-dire il y a un endettement bilatéral. Un État s'endette auprès d'un autre État. C'est-à-dire que le Cameroun s'endette auprès du Tchad, de la France, des États-Unis. Ça, c'est une chose. Et il y a l'autre type d'endettement que l'on peut faire avec les organisations internationales. Ces organisations peuvent être publiques ou privées. Mais c'est généralement des organisations internationales, des institutions
internationales qui sont elles-mêmes rattachées à des organisations internationales. Je peux vous parler par exemple justement de la Banque mondiale, qui est une institution de l'Organisation des Nations Unies. Je peux vous parler de la Banque islamique, je peux vous parler de la Banque africaine de développement. Ce sont là des institutions bancaires qui sont rattachées à des organisations d'État. Et puis, il y a cet autre type d'endettement qui est maintenant sur le marché financier. Alors, le marché financier, ce n'est pas comme le marché Mokolo, mais c'est la bourse des valeurs. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel vous pouvez aller vous endetter et n'importe qui peut vous prêter de l'argent, y compris même des personnes physiques. C'est-à-dire que Cabral Liby a 500 milliards quelque part et il découvre que le Tchad veut emprunter les 500 milliards. Et il dit au Tchad, écoutez, je vous prête mon argent, et voici mes conditions, voici les taux d'intérêt et tout. Et c'est pour cela que généralement les États insolvables comme les nôtres, le FMI n'accepte pas qu'ils aillent dans les marchés financiers. Parce que généralement les taux d'intérêt dans les marchés financiers sont élevés. Et comme ce n'est pas assorti de contraintes, plus tard, ces États se retrouvent dans l'incapacité de rembourser l'argent qu'ils ont emprunté à tort et à travers dans les marchés financiers et ça déstabilise la société internationale. Le FMI est obligé d'intervenir puisque, en plus, les prêteurs commencent à se plaindre. Donc, il y a une sorte de gendarmerie qu'assure donc le FMI dans ce cadre-là. C'est pour cela que dans ces espaces-là, les marchés financiers en particulier, qui sont donc logés dans ce qu'on appelle les bourses de valeur, qui sont des espaces où les capitaux sont échangés, où les gens cotent, parce que la cotation est l'opération. C'est des termes que vous entendez souvent, la cotation est l'opération par laquelle quelqu'un qui a de l'argent va le mettre dans cet espace-là, et ceux qui veulent de l'argent vont le chercher dans ces espaces-là. Et ces espaces-là, c'est généralement les bourses de valeur. Vous avez souvent entendu parler de la bourse de New York, la bourse de Paris, la bourse de Dublin, ou même la bourse de Douala, qui piétine quand même un peu, mais ce sont dans ces espaces-là qu'on appelle les marchés financiers. Et le Cameroun, donc, est interdit d'aller librement dans ces marchés financiers. C'est ce qui s'est passé. C'est pour cela que le problème se pose. Certains m'ont suivi à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que j'ai interpellé énergiquement le ministre des Finances. Parce qu'en 14 ans, nous nous sommes endettés encore de plus de 10 000 milliards. Mais à la vérité, qu'est-ce que cet argent fait? Vous qui m'écoutez, est-ce que vous sentez que depuis 2006, parce que le Cameroun s'est endetté de plus de 10 000 milliards, quelque chose de significatif a changé dans vos vies? Je crains que non. Je crains que non. Et c'est pour cela que nous sommes désormais sous surveillance. En fait, comme des gamins. C'est pour ça que le FMI dit OK. Parce qu'en fait, le FMI, en nous accordant même d'aller encore sur le marché financier, c'est parce que nous sommes en train de sortir, le monde est en train de sortir progressivement du contexte du Covid. Donc, l'argent n'a pas beaucoup circulé pendant que le Covid battait son plein. Donc, il y a beaucoup de bailleurs internationaux qui ont de l'argent. Et du coup, les taux d'intérêt ont relativement baissé dans les marchés financiers. C'est pour cela que le FMI nous autorise à y aller. Mais dans notre cas, c'est même encore plus grave. Voyez ce qu'il y a derrière. La même ordonnance du 26 mai annonçait donc un eurobond. Je vous explique ce que c'est qu'un eurobond. Un eurobond, c'est un endettement qui est fait dans les marchés financiers par ce qu'on appelle les émissions d'obligations. Alors, là encore, vous allez me demander c'est quoi les émissions d'obligations. Alors, les émissions d'obligations, c'est quoi? C'est qu'un État, le Cameroun, va sur le marché financier et dit « Je veux emprunter 750 milliards. » Ok, non, dans le cas des emprunts non concessionnels, c'est 450 milliards. Je crois que j'ai inversé tout à l'heure. Je veux emprunter 450 milliards. Et je vais donc repartir ces 450 milliards, disons, en bloc de 100 milliards. Ça fait 4 obligations que j'émets. Donc, les obligations que j'émets, c'est pour ça qu'on parle d'émission d'obligations, les obligations sont le nom que nous portons sur les parts du montant global qu'on veut emprunter. Donc, si je veux 400 milliards et que je scinde ça en 4 lots de 100, ça fait 4 obligations. Si je scinde en 8 lots de 50, ça fait 8 obligations. Si je scinde en 16 lots de 25, ça fait 16 obligations. Et ces 16 obligations peuvent donc être souscrites par n'importe qui. C'est-à-dire que contrairement à l'endettement entre pays, où je vais à la France et vers la France et la France me prête
400 milliards, je peux obtenir les mêmes 400 milliards avec 16 prêteurs. Donc 16 autres, ça peut être des États, des personnes, n'importe qui dans le marché international. C'est ça que nous allons faire. Et dans l'ordonnance du 26, on nous annonce donc un eurobond pour racheter un autre eurobond. Alors je vous explique. En 2015, le Cameroun s'est endetté à la bourse de Dublin de 375 milliards. Et les 375 milliards à l'époque devaient financer ce qu'on a appelé le plan d'urgence triennal. Et en empruntant à l'époque à des taux de 10%, et c'est souvent le cas avec les émissions d'obligations, il y a un échéancier au bout duquel nous devons rembourser les 375 milliards. Mais en attendant, chaque année, ces obligations sont rémunérées. C'est-à-dire que la personne qui vous a prêté de l'argent dans une de ces obligations, non seulement au bout d'un certain temps, vous devez lui rembourser donc l'argent qu'il vous a donné, mais pendant que ce temps s'écoule, chaque année, vous prenez l'engagement de lui verser un montant, qui est une sorte d'intérêt sur le montant. Alors, rendu en 2020, non seulement ce à quoi cet argent devait servir n'a pas été réalisé, le plan d'urgence triennal n'a abouti à rien, tout est en finalisation ou à l'arrêt, mais en plus, évidemment, nous sommes incapables de rembourser. C'est pour cela, en fait, que le FMI nous autorise à repartir sur le marché international pour émettre encore des obligations de 450 milliards pour rembourser les 375 milliards que nous n'arrivons pas à rembourser parce que l'argent n'a servi à rien, pour que nous ayons encore plus de temps de remboursement. Donc, en fait, c'est quelque chose de pernicieux, mais d'opportuniste. C'est-à-dire que nous avons pris 400 milliards que la Gabégie a volatilisé. Nous allons encore nous endetter pour 400 milliards. Nous trompons, en fait, mais enfin, les prêteurs, ils s'en foutent. Ils vous donnent de l'argent. Nous nous trompons nous-mêmes, en fait. Parce que le prêteur, lui, il s'en fout. Il vous a donné l'argent. Lui, il veut être remboursé. Donc, nous allons rembourser les prêteurs. Mais nous serons toujours endettés de 400 nouveaux milliards que nous avons plus de temps de rembourser. Mais en fait, si nous avons été incapables de rembourser ce que nous avons pris pour un plan d'urgence triennal, comment allons-nous être capables de rembourser les autres 400 milliards alors qu'il n'y a même pas de plan d'urgence triennal? C'est ça qui est pernicieux, méchant dans cette affaire d'endettement. Et curieusement, pendant qu'ils sont en train de faire ce truc-là, ils augmentent le passeport. Mais oui, c'est ça la manœuvre. Parce qu'en fait, leur gabégie les place au bord du gouffre, au bord de la faillite. C'est pour cela qu'ils s'abattent sur les pauvres citoyens que nous sommes, pour essayer de gruger, parce que cette affaire de passeport leur rapporte environ 2 milliards. C'est absolument insignifiant à l'échelle d'un État. Mais bon, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Même si derrière, l'idée est de taxer les particuliers. D'accord. Mais avant de taxer les particuliers, dites-nous même déjà ce que vous avez fait avec l'argent que vous prenez un peu partout dans le monde et que de toute façon le particulier, le citoyen camerounais que nous sommes, paye et endosse d'une façon ou d'une autre. Parce que la dette, c'est nous qui la payons. C'est notre activité économique qui permet de la soutenabilité du service de la dette, donc du remboursement de la dette. Donc avant de nous prélever encore de l'argent, vous ne nous dites même pas déjà avec ce que vous faites de ce que vous nous avez toujours prélevé. C'est ça qui est méchant dans l'affaire. Et comment un pays compte durablement se maintenir dans ce type de fonctionnement? C'est pas possible. C'est pour cela que je tenais absolument à vous expliquer exactement le côté pernicieux qu'il y a derrière tout cela. Le Cameroun ne produit rien. Enfin, notre productivité est exactement au même niveau depuis très longtemps. Et les gens continuent à penser qu'on va s'endetter de la sorte sans qu'on ne voit à quoi ça sert, en nous donnant l'impression qu'on va arriver à l'émergence. Quel que soit le bout par lequel on prend l'affaire, nous sommes gouvernés par des gens extraordinairement inconséquents et même méchants. Comment on peut engager un pays à s'endetter de 400 milliards qu'on va rembourser avec les intérêts que cela a généré, sans même que les 400 milliards n'aient produit ce pourquoi ils ont été contractés? C'est incroyable. C'est pour ça que les stades, ça ne peut rien donner. Parce qu'il y a des gens qui se sont endettés dans la perspective de la CAN. Ils sont déjà en faillite avant que la CAN n'ait eu lieu. Ça ne va rien produire. Du coup, l'argent que vous avez pris pour construire les stades, déjà les stades eux-mêmes n'ayant pas été construits à temps, ceux-là justement, comme je le disais tantôt, qui sont tous ces PME engagés là-dedans, qui sont déjà en faillite. En fait, on s'endette
pour que ça provoque un effet multiplicateur. Et la gabegie au Cameroun empêche la production de l'effet multiplicateur. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette situation qui ne peut pas continuer. Et il faut surtout qu'on arrête de continuer à nous tromper. Mais c'est tellement pernicieux que nous pouvons arriver à l'émergence. Ben, je finis par là. Rapidement parlant d'émergence. C'est quoi un pays émergent? Un pays émergent, pour faire simple, c'est un pays où le revenu annuel par habitant est de 4 000 $. 4 000 $. Et d'au moins 4 000 $. En fait, c'est entre 4 000 $ et 12 000 $. Donc, quand dans un pays, le revenu annuel par habitant est compris entre 4 000 $ et 12 000 $, on dit que c'est un pays émergent, c'est-à-dire ce à quoi nous voulons arriver en 2035. Alors, pour le cas spécifique du Cameroun, le revenu annuel par habitant est aujourd'hui à environ 1 350 $. J'arrondis à 1 500 $, c'est-à-dire 750 000 francs CFA. Je viens de vous dire tout à l'heure que dans un pays dit émergent, il faut que ce revenu annuel soit de 2 millions de francs CFA, c'est-à-dire 4 000 $. Nous sommes à 750 000 francs CFA. Et il faut donc, pour que nous soyons émergents en 2035, que le PIB du Cameroun soit donc l'équivalent de 4 000, je prends le plancher, donc de 2 millions de francs CFA, fois le nombre d'habitants que nous serons en ce moment-là. Et en 2035, si on continue avec le taux de croissance démographique de 2,59, tel qu'on nous l'a dit en 2005, quand le dernier recensement a eu lieu, qui a été rendu public en mai 2010, nous devrions donc être autour de 34 millions de Camerounais. Alors, si vous multipliez 2 millions fois 34, 2 millions de francs CFA fois 34 millions, notre PIB devrait donc être en 2035 d'environ 68 000 milliards. 68 000 milliards. Et actuellement, nous sommes à combien? Je vous l'ai dit à l'entame de notre échange. Notre richesse nationale, notre PIB est actuellement estimé à 22 000 milliards. Donc nous devrons passer de 22 000 milliards à 68 000 milliards de richesse nationale pour que nous soyons pays émergents. Et pour cela, il faut que nous ayons un taux de croissance annuel d'environ 15% pendant 10 ans. Ou si vous voulez, pendant les 15 ans qui nous restent ou qui nous séparent de 2035. Nous sommes actuellement à 5%. Comment on va y arriver? Avec la gabegie. Comment on va y arriver? Avec les Covid-Gate, les Can-Gate. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Arrêtez de continuer à croire à ce mirage, à ce mensonge qui est en fait horripilant. Et je finis par ce que je vous ai toujours dit. Si nous ne nous levons pas pour que ça change, on souffrira et nous serons tenus complices de notre propre souffrance. La voie, elle est connue. Préparons-nous à l'alternance. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Mobilisons-nous. À très bientôt.